les méthodes d'éducation que j'essaye de mettre au grand jour. Ce que j'essaye de transmettre à travers mes vidéos, à travers mes conférences, c'est que on doit arrêter absolument de reproduire le mode d'éducation que l'on a reçu. C'est vital. Nous sommes la meilleure communauté, ne l'oubliez pas. Et du fait que nous sommes la meilleure des communautés, nous devons être à la hauteur du titre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Notre responsabilité. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que la plus belle chose que vous pouvez laisser en héritage à vos enfants, c'est une bonne éducation. Pas des propriétés, pas une maison, pas de l'argent, une bonne éducation. Une bonne éducation, c'est la seule chose qui pourra les faire d'eux des personnes responsables, positives, fortes, pour vivre l'adversité qu'ils devront vivre dans leur vie. En tant que parents, on ne peut pas empêcher nos enfants de vivre les difficultés, de vivre des souffrances, de vivre des peines. On ne peut pas. Ils les vivront comme vous les avez vécues et comme vous allez continuer à les vivre. Ça, c'est une certitude. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans Surat al-Balad. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Je vous ai créé pour une vie de dur labeur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà annoncé la couleur. Notre vie va être difficile. Maintenant, on sait que la vie elle est difficile. On ne peut pas l'épargner à nos enfants. La seule chose, c'est de leur donner les moyens et les outils pour les rendre forts, pour qu'ils puissent vivre ces difficultés une fois adultes, pas de manière triste et désespérée, mais de manière sereine et apaisée. Et le seul élément qui peut permettre à nos enfants de pouvoir être forts, je le dis, je le répète à chaque fois, c'est l'affection que vous allez leur donner, qui va faire en sorte que vos enfants soient forts. Et c'est vital. Oui, mais comment je peux donner de l'affection alors que j'ai pas envie d'aller vers mon enfant? Vous êtes nombreux à dire ça. Je sais pas, je suis pas câline, j'arrive pas. Des fois, je me force. On doit pas se forcer à donner de l'amour à son enfant. Oui, je sais que la plupart d'entre vous n'a pas reçu. Vous n'avez pas reçu. Et vous ne savez pas donner. Eh bien, il faut commencer à essayer de prendre vos enfants dans vos bras, à essayer de leur donner des petits mots. Mon chéri, mon cœur. Mais vraiment, pas mon chéri, mon cœur. Mon chéri, mon cœur. L'intonation de votre voix, elle est très importante. L'intonation de votre voix va faire écho chez votre enfant. Va faire écho déjà chez votre mari, et ça c'est important, et va faire écho sur votre enfant. Si vous faites attention à l'intonation de votre voix, eh bien votre enfant, il est automatiquement apaisé. Si vous le faites grandir de cette manière, eh bien tout va rouler normalement. Bien sûr, il y a d'autres éléments. Les autres éléments, c'est de comprendre pourquoi à des moments il pleure, pourquoi à des moments il chouine, pourquoi à des moments il ne veut pas écouter. Ben, tout simplement parce que un enfant, il a des besoins. Et ces besoins, on doit pouvoir y répondre au moment où il est en demande. Parce qu'un enfant, il n'est pas comme l'adulte. L'adulte, il peut patienter. Mais un enfant, c'est tout de suite et maintenant. On peut pas dire à un enfant, patiente le temps que je termine ça, et je vais venir, on va faire ci, ou tu vas faire ça. Il n'a pas encore la notion du temps. Il n'arrive pas encore à se repérer facilement dans le temps. Donc il a besoin que vous répondiez à ses attentes.
Avant d'être maman, on s'imagine qu'on va avoir un enfant qui va rentrer dans les cases, qui va être gentil, qui va être calme, qui va faire ses nuits. Et quand on a notre enfant, on s'aperçoit que les nuits sont pénibles, que ça pleure beaucoup. Et on est très fatigué, surtout si on doit travailler, surtout si on a l'habitude de vouloir que la maison soit nickel, soit rangée, et que on doit préparer le repas, on doit préparer ça, on doit... Et oui, c'est que avant d'être maman, on a un rythme. Et on pense que lorsqu'on devient maman, on va garder ce rythme. Il faut savoir distinguer les deux. Il faut que vous sachiez que quand on se marie, quand on devient un couple, vous devez d'abord nourrir ce couple conjugal. Ça, c'est primordial, c'est fondamental. Parce qu'une fois que votre couple conjugal est solide, envisagez à ce moment-là d'avoir un enfant. Parce qu'un enfant, dans un couple, eh bien, ça va tout bouleverser, ça va tout changer. Le rythme va changer. Votre perception du couple va changer, vous les mamans. Le papa, lui, pour lui, non, pourquoi ça va changer? Mais pour la maman, elle est mère. Elle est mère. Et être mère, c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir donné la vie. Et parfois, devenir maman, c'est un peu mal vécu parce que tout dépend comment notre corps a été impacté. Tout dépend comment le moral a suivi, comment on a vécu la grossesse, comment on a vécu l'accouchement, comment on a été assisté après l'accouchement, pendant l'accouchement, comment le retour à la maison s'est fait, comment est-ce que je suis aidée à la maison. Tous ces facteurs-là, tous ces éléments-là sont importants pour la suite. L'enfant, quand il commence à grandir, donc c'est un enfant qui va vouloir bouger. Nous, en tant que maman, on a envie de sécuriser tous les endroits. Donc on lui met un périmètre de sécurité où qu'il ne doit pas transgresser. On peut pas empêcher un enfant d'aller dans l'exploration. C'est l'exploration qui va lui permettre d'apprendre à ramper, d'apprendre à marcher, à se mettre debout. Sauf que nous, de la clinique, on le met dans un cosy, dans un transat, on le cale bien comme il faut, ce qui fait que malheureusement, l'enfant, quand il est bébé, on ne lui permet pas le mouvement. Quand il essaye de se tourner, on va vouloir l'aider. Au lieu de pouvoir s'asseoir tout seul, d'apprendre à s'asseoir tout seul, on est tellement pressé qu'on va le caler, on va l'asseoir et on va le caler avec des coussins. On se dit ça va muscler son dos. On va lui mettre des jeux, vous savez, les jeux là, les portiques de jeux, ou tout proche pour qu'il puisse... on met tout à sa disposition à côté. Ce qui fait qu'il n'a plus besoin de faire d'efforts. Le problème, c'est que nous, on veut bien faire. Et les professionnels de l'enfance, quand ils proposent ce genre d'outils, les poussettes, les cosy, les jeux qui vont vous permettre, il y a même les balancelles qui font tout seul, hein, qui balancent l'enfant tout seul. Sauf que ce sont pas des outils qui sont bons pour le développement de votre enfant. Un enfant, un nourrisson, il a besoin d'être sur une couverture au sol et de découvrir son environnement. Il a besoin de se tourner tout seul. Il a besoin de faire ces mouvements-là. C'est avec ces mouvements-là qu'il va se muscler. Il a besoin de muscler les parties de son corps. Il a besoin de pouvoir bouger ses bras. Et on ne doit pas l'enfermer dans un cosy, dans un transat. Quand il veut aller chercher quelque chose avec sa main, nous on se dit « Oh, le pauvre, il a du mal, hein, je vais lui rapprocher. » Non, laissez-le aller chercher. Plus vous éloignez, plus il va aller chercher, plus il va faire justement ce mouvement vers les choses. Et il développe. Vous pensez que un enfant, il doit rester
Bon, il doit bouger, mais vraiment très limité. Non, un enfant, pour développer son cerveau, a besoin de mouvement. Et il a été prouvé par les neurosciences que le mouvement, que ce soit des bras, des jambes, tout le mouvement du corps, permet l'oxygénation du cerveau. Donc quand vous sortez votre enfant au parc, et qui court, qui saute, qui grimpe, c'est magnifique. C'est comme ça qu'il grandit. Quand il est à la maison et qu'il n'a pas eu sa dose, il va sauter sur le canapé, il va courir, et vous, ça va vous déplaire. Sauf que quand il fait ça, c'est que c'est un besoin pour lui. C'est un besoin pour elle. Les garçons et les filles agissent différemment, mais ils ont tous les deux besoin de mouvement. Donc c'est important de bien comprendre que l'enfant qu'on rêve d'avoir, ce ne sera pas l'enfant que l'on aura en réalité, parce que ça va dépendre de notre éducation, ça va dépendre de notre perception, ça va dépendre de ce que l'on veut, et vraiment il faut être dans l'acceptation de l'enfant que l'on a. Si vous avez un enfant, quand on a un premier enfant, c'est tout mignon. On a plus de temps. On a le temps de faire des choses avec. Après arrive le deuxième. Quand le deuxième arrive, c'est plus compliqué d'être comme avec le premier. On va prendre un peu moins de temps, on va être un peu moins patient et on va exiger du deuxième d'être comme le premier. Et quand le troisième arrive, c'est pire encore. Et donc vous allez dire, mais pourquoi il n'est pas comme le premier? Il sera jamais comme le premier. Et le troisième sera jamais comme le second. Vos enfants seront différents les uns des autres. Ils auront un caractère différent. Il y a des enfants qui sont introvertis, et ça tout dépend de la manière dont vous éduquez votre enfant, et il y a des enfants qui sont extravertis. Les enfants extravertis ne sont pas des enfants à problème. Ce sont des enfants de nature à vouloir être avec l'extérieur, être avec les autres, être plus dans la sociabilité, à vouloir être plus créatif, à vouloir faire des choses à l'extérieur. Ce sont des enfants qui plus tard vont vouloir être dans le service, être dans l'entraide, dans l'aide. Après, ceux qui sont introvertis, ça ne veut pas dire qu'ils seront, on va dire, moins avec les autres. Non, ça veut pas dire ça. Mais ne posons pas d'étiquette sur nos enfants. N'essayez pas de détecter chez l'un de vos enfants, oh, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Parce que n'oubliez pas, quand vous dites à votre enfant, pourquoi t'es pas comme ton frère? Pourquoi t'es pas comme un tel? Lui va le prendre comment? Ça va toucher son estime de lui et sa valeur. Et il va se considérer moindre que les autres. Parce qu'à vos yeux, vous êtes la mère, tu es la mère, et le papa qui fait la même chose, il prend pour acquis ce que vous dites de lui. Malheureusement, cette étiquette va le poursuivre. Donc, acceptez que vos enfants soient différents et prenez-les comme tels. Traitez-les de la même manière avec leurs différences. Et ne faites pas de différence dans le sens où, oui, mais lui, il a été gentil, il a fait ci, toi tu n'as pas fini tes devoirs, donc tu n'auras pas comme lui. Ça, le prophète, il a interdit ça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, craignez Allah et soyez juste avec vos enfants. Être juste et équitable. On ne favorise pas un enfant par rapport à l'autre. Oui, mais c'est pas normal parce que si jamais il a pas fait ses devoirs, il a pas écouté, il a été désobéissant, il faut qu'il soit puni. Non, il faut pas qu'il soit puni. Vous devez le responsabiliser. Vous devez faire en sorte que votre enfant apprenne de ses erreurs. Maintenant, tout dépend de la perception que vous avez de la bêtise. La bêtise, c'est la définition que vous en faites vous. Souvent, les bêtises ne sont pas des bêtises, ce sont juste des réactions à un comportement. Et les réactions de nos enfants font suite à notre comportement de parents. La manière dont on va être avec notre enfant, forcément, ça va le faire réagir. Si vous n'intégrez pas vos enfants dans les décisions,
pour qu'ils apprennent à prendre des décisions, à faire des choix. Quand ils vont apprendre? Quand pensez-vous qu'ils feront des choix? Si vous n'intégrez pas vos enfants dans les tâches de la maison, comment voulez-vous les rendre autonomes? Vous allez vous épuiser et ensuite, vous allez dire, quand ils auront 15 ans, 16 ans, j'en peux plus, je suis fatiguée. Ils voient que je suis pas bien, que je suis fatiguée, que je suis malade et ils ne m'aident pas. Eh bien, posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon enfant en arrive là? Est-ce que je l'ai impliqué? Est-ce que j'ai partagé avec lui des choses qui font que il va ressentir ma fatigue, mon mal-être, pour qu'il puisse m'aider? Si vous ne donnez pas d'affection à votre enfant, si vous ne l'exprimez pas, si vous n'exprimez pas d'empathie avec vos enfants, eh bien ils ne sauront pas l'exprimer avec vous. Ils garderont une distance. Et ça, il faut pas qu'il y ait de distance. Vous n'avez pas besoin d'être autoritaire avec vos enfants. Vous n'avez pas besoin d'instaurer de la dureté et de dire c'est moi le parent et c'est moi qui décide. Vous n'avez pas besoin de ça pour être respecté. Ce qui est important, c'est pas l'autorité, c'est le respect. Et si vous avez le respect, si vous avez su instaurer le respect, alors oui, vos enfants feront en sorte de faire ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin d'autorité. Vous n'avez pas besoin d'imposer des choses à vos enfants. Parce que quand vous dites, oui, là, à cet âge-là, à 8 ans, ou à 6 ans, 8 ans, il commence à faire ça avec moi, mais qu'est-ce que ça va être à 15 ans? Ce que votre enfant est à 6 ans, ça ne veut pas dire qu'à 15 ans, ça va être la catastrophe. Et même si vous avez été maladroite au début, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rattraper. Tout est rattrapable. Il y a tout est possible. Quand j'accompagne des parents, j'accompagne des mamans et j'accompagne des papas aussi, eh bien, je donne des conseils. Donc, j'explique d'où vient le problème. Je creuse et vous savez, le problème, quand on vient, mon enfant a. C'est pas mon enfant a. C'est toi, maman, toi, papa. Et l'environnement. C'est là-dessus qu'on creuse. Et lorsqu'on creuse, on s'aperçoit que ça vient de l'adulte. Et une fois qu'on a résolu ce qu'il y a chez l'adulte, eh bien, après tout va rouler. Après, on met en place une manière de faire, on change notre comportement et on fait en sorte que les choses changent à la maison. Mais vous savez, ça demande des efforts. Les efforts ne se font pas du jour au lendemain. Vous devez être constant dans le changement. Il faut que ça dure dans le temps. Si vous lâchez, votre enfant ne vous fera plus confiance. Donc il comprendra plus rien. On peut pas dire à un enfant, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. Mais qu'est-ce que t'es perturbant, qu'est-ce que tu es fatigant. C'est antinomique. Ce sont deux opposés. On peut pas dire je t'aime et donner quelque chose de négatif à côté. C'est pas possible. Vous êtes en train d'embrouiller la tête de votre enfant. Je t'aime mon enfant. Je t'aime ma fille. Je t'aime mon fils. Donc, pas d'étiquette. Et ça, c'est important. Ah oui, mais c'est trop facile de dire ça. Mais quand je ne... Oui, bien sûr que ça va arriver où vous en pouvez plus, vous êtes fatigué. Mais quand vous êtes saturé, vous n'avez pas besoin de crier, d'hurler. Si vous hurlez, vous criez, c'est que vous n'avez pas su vous maîtriser vous. Et le prophète alayhi salam, il nous a enseigné comment maîtriser la colère. Et il nous a dit que la colère, c'est la pire des choses qu'on peut ressentir, que l'on peut faire extérioriser. Quand la personne est venue voir le prophète alayhi salam, elle lui a dit « Ya Rasulallah, que me conseilles-tu » Et comme le prophète alayhi salam, il connaît les gens, il sait détecter chez la personne ce dont elle a besoin. Il lui dit « La taradab, ne te mets pas en colère.
Oui, mais donne-moi un autre conseil. La tardab, ne te mets pas en colère. Oui, mais donne-moi un autre conseil. La tardab, ne te mets pas en colère. Parce que la colère, c'est quelque chose. Vous savez, quand on se met en colère, on peut dépasser les limites. Parce que quand on est en colère, c'est comme si on avait du feu à l'intérieur, et plus vous êtes énervé, plus il s'attise à l'intérieur. Et donc vous allez agir de manière inconsidérée et pouvoir dire des choses qui vont dépasser votre pensée et même faire des choses qui vont dépasser votre pensée. Vous allez taper, vous allez insulter, mais vous allez être en furie. Et c'est pas ce qui est demandé. Quand on est en colère, on change de position. Si on est debout, on s'assoit. Si on est assis, on s'allonge. Parce que lorsqu'on s'assoit et qu'on est debout, on change de vision. On change de manière de voir autour de soi. Et quand on est assis, on s'allonge. Et si ça ne passe pas, on se lève et on met de l'eau sur son visage. Faites les ablutions. Parce que l'eau éteint le feu. Donc il y a tout plein de techniques qui nous aident. Quand on est en colère, on ne parle pas. Quand on est en colère, on change d'endroit. Et on dit à ses enfants, écoutez là les enfants, je suis trop en colère. Mais bien sûr, quand vous êtes en colère, attention, si vous voyez que vous pouvez pas parler et que vous allez commencer à dire des choses pas top, sortez direct. Sortez direct. Il faut que vous changiez d'environnement, que vous puissiez vous calmer 5 minutes, 10 minutes, ensuite vous revenez pour parler calmement de ce qui s'est passé. Et quand vous avez été injuste avec vos enfants, ayez la décence d'aller vous excuser. Parce que quand vous allez vous excuser, eh bien, vous apprenez à votre enfant qu'on peut commettre des erreurs. Surtout quand c'est maman qui vient s'excuser, eh bien là, c'est respect. Parce que vous apprenez à votre enfant que même les adultes, quand ils font des erreurs, ils savent venir s'excuser. Donc tout ça, c'est très important. Et n'oubliez pas que vos enfants ne vous appartiennent pas. Ils sont une amana qu'Allah vous a confiée. Amana, ça veut dire dépôt confié. Attention, à un moment donné, vous allez le rendre à son propriétaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de vous que vous respectiez votre enfant, que vous lui donniez ce dont il a besoin pour grandir. Et ça, c'est lorsqu'on va le rencontrer que vous allez vous en rendre compte. Donc, vos enfants sont une amana que vous devez absolument préserver. Vous ne pouvez la préserver qu'en lui donnant de l'amour, de l'affection, de la valorisation, de la considération. Oui, c'est dur. Pourquoi c'est dur? Parce que ça vous renvoie à votre vie quand vous étiez enfant, à l'éducation que vous avez reçue de vos parents, à l'affection que vous n'avez pas reçue, aux brimades que vous avez reçues. Et donc, vous reportez la même éducation sur vos enfants. Vous savez pertinemment que ça n'est pas comme ça que vous voulez éduquer vos enfants, mais comme vous avez connu que ça, vous reproduisez forcément. Et lorsqu'on veut changer, on doit bien prendre conscience que c'est pas à nos enfants de changer, mais c'est à l'adulte de changer. C'est à lui de faire l'effort de changer. Oui, mais c'est difficile. Rien n'est facile. Bien sûr que c'est difficile. Ça demande des efforts. La salate demande des efforts. Se lever au fajr demande des efforts. Si on ne remet pas Allah subhanahu wa ta'ala au centre de notre vie, si à chaque fois que l'on doit faire quelque chose, on ne pense pas à Allah subhanahu wa ta'ala, alors oui, on risque de se tromper de chemin. Et donc, attention à la manière dont vous parlez à vos enfants. C'est très important. Faites sortir vos enfants à l'extérieur. Baladez-vous en forêt. Alors, il y a de plus en plus d'enfants qui portent des lunettes. De plus en plus d'enfants qui sont myopes. Pourquoi? Eh bien, parce que les enfants ne sortent pas en plein air. Ils sont constamment dans un environnement clos, où ils regardent des écrans.
Ce qui fait qu'ils ne font pas travailler leur vision lointaine. Ils sont toujours en vision proche. Et donc, quand on est à l'extérieur, on travaille notre vision proche et notre vision lointaine. Mais comme on est toujours restreint on est confiné dans des endroits clos, eh bien, on n'arrive pas à travailler justement cette élasticité de l'œil. Être en plein air, ça nous permet aussi d'être en mouvement, de développer notre motricité. Et marcher pieds nus, par exemple dans l'herbe, dans la terre, c'est autre chose que de marcher sur du carrelage ou du béton. Parce que là, on sent les différentes couches. Et ça permet au cerveau aussi de se développer. Parce qu'en étant dans des mouvements différents, eh bien le cerveau, il est élastique et il a besoin de ça pour se développer. Donc tout ça, je suis juste en train, comme c'est un live, on va dire de 45 minutes, et je vous laisse aussi poser des questions. C'est vraiment, je suis en train de survoler pour que vous preniez conscience de certaines choses. Le sport, j'en ai parlé dans un des réels. Vous voulez absolument vous imposer d'inscrire vos enfants dans des activités sportives, quand ils sont petits, hein. Il y a une vingtaine d'années, ça n'existait pas. Sauf que maintenant, la société, elle pousse les parents à la nécessité d'inscrire les enfants dès qu'ils sont tout petits, même 4 ans, à des activités extrascolaires, des activités sportives. Et si vous le faites, eh bien vous êtes de bons parents. Si vous le faites pas, eh bien vous n'êtes pas de bons parents. Votre enfant est inscrit à un sport? Non. Ah, on vous le fait savoir tout de suite avec la réaction. Et quand vous dites « Ah, mon enfant, il fait de l'anglais, mon enfant, il fait du sport, il fait du judo, il fait 2 activités sportives et en plus, je lui fais faire des cours de ci, de ça. » Bravo! Mais dans quel état vous êtes à la fin de la semaine? Et dans quel état est votre enfant à la fin de la semaine? Quand vous augmentez le nombre d'activités de votre enfant, quand vous imposez, le mot est plus juste, quand vous imposez des activités extrascolaires à votre enfant durant toute la semaine, eh bien votre enfant à un moment donné, il va arriver à saturation. Vous n'êtes pas obligé de lui imposer ou de lui proposer ou de lui dire c'est bien de faire une activité sportive. Oui, bien sûr, il va le demander parce qu'il y a des copains qui le font. Et il y en a beaucoup qui le mettent au foot comme si le foot était la seule activité sportive qu'on pouvait faire. Le sport, c'est pas une nécessité quand ils sont petits. Jusqu'à 7 ans, 8 ans, c'est pas obligatoire. S'il a envie de faire, il peut faire, mais il peut le faire après. Ça n'est pas obligatoire. C'est pas de ça que va dépendre son évolution, son développement. Ce qui va dépendre, ce qui va être important dans son développement, c'est de pouvoir l'écouter dans ses besoins à lui. Parce que n'oubliez pas qu'à partir du CP, c'est les devoirs à gogo. Et les devoirs, c'est une torture pour les parents et c'est une torture pour les enfants. C'est pas normal qu'on donne des devoirs aux enfants en primaire, c'est pas possible. Avec tout ce qu'ils apprennent la journée, et en plus ils doivent continuer. Donc à quel moment votre enfant il se repose? Donc il rentre, le goûter. Des fois le goûter c'est dans la voiture et il va tout de suite dans une activité sportive. Et ensuite quand vous rentrez, il est 20h, faut vite préparer à manger. Le manger il est prêt. Et ensuite c'est vite salette. Et vite, on va se brosser les dents, on va se préparer, mettre le pyjama et on va dormir. Et ensuite, le lendemain, rebelote, dépêche-toi, habille-toi. Et pourquoi tu traînes et pourquoi? Et dépêche-toi, on va être en retard. Et vas-y, prends ton petit déjeuner. Pourquoi tu... À force de faire grandir vos enfants dans ce stress, à quel moment ils vont pouvoir s'apaiser? À un moment donné, ils vont arriver à saturation eux aussi. Il n'y a rien qui est important plus que le bien-être de votre enfant. Si votre enfant ne fait pas d'activité sportive, ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. Ça n'est pas la fin du monde. À quel moment essayez de vous poser la question,
à quel moment vous prenez du temps avec vos enfants et le papa à la maison dans la semaine? Combien de fois dans la semaine? Partagez le repas ensemble? Oui, des fois. Oui, tout le temps. Et c'est là qu'on pose les questions. Comment c'est passé à l'école? Mais c'est pas pendant le repas qu'on pose des questions comme ça. C'est quand on va récupérer nos enfants à l'école, qu'on rentre à la maison, qu'on se pose, on prend le goûter et là on discute. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui? Alors, dans la cour, c'était bien? Avec quel copain t'as joué aujourd'hui? Avec quelle copine t'as joué aujourd'hui? Vous avez fait quoi en classe? Vous avez fait du français? Vous avez écrit? Vous avez dessiné? Oh, je vois que ça va pas aujourd'hui. T'as l'air d'être triste. Non, non, ça va. Non, 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 je te connais très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'un copain, il t'a dit quelque chose de pas gentil? Est-ce que la maîtresse, elle était un peu trop dure avec toi? C'est à vous de poser les questions. C'est à vous de cibler les questions. C'est à vous de détecter chez votre enfant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, votre enfant va vous parler. Apprenez à vos enfants à extérioriser leurs émotions. Quand ils sont pas bien, ils sont en colère. Et qu'ils tapent ou ils jettent. Et qu'ils disent non, ils commencent à crier dans tous les sens. Vous allez faire quoi? Vous allez crier encore plus? Et vous pensez que ça va le calmer? Ah, je vois que t'es en colère. Ça, c'est dur. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Bien sûr, vous ne lui dites pas quand il est en crise. Quand par exemple il pleure, quand par exemple il est pas content, qu'il est triste. Ouais, je vois que t'es triste. Je vois que t'es pas content. Qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur de toi? Ça te fait mal à ton cœur? Alors moi, j'aimais bien dire, ça fait mal à ton petit cœur? Et après, on me disait, maîtresse, j'ai très mal à mon petit cœur, parce que l'autre, il m'a dit des choses qui sont pas gentilles. On extériorise les émotions des enfants et on essaye de leur donner des outils pour qu'ils puissent les extérioriser. Le petit cœur, il est très bien. Comment va ton petit cœur? Comment c'est la colère chez toi? Est-ce que la colère, c'est quelque chose qui te rend tout rouge? Qui t'a envie de taper, t'as envie de casser, t'as envie de tomber? Oui, t'as le droit d'être en colère. Eh bien, quand t'es en colère, tu sais ce qu'on peut faire? Mais ça, vous le faites pas quand il est en colère. Au moment où votre enfant est normal, tranquille, il est en train de faire une activité, eh bien, vous allez lui apprendre à pouvoir gérer sa colère. Donc, imaginez que vous êtes dans la cuisine ou dans le salon, mais dans un endroit où lui, il peut vous entendre et peut vous voir. Et imaginons que vous êtes dans la cuisine elle est ouverte. Et vous êtes en train de préparer quelque chose, et là vous dites « Oh mince, j'ai raté mon gâteau, j'ai raté mon repas, oh là là, je suis trop en colère !» Bon, je suis en colère, mais je vais gérer ma colère et je vais respirer. Et là, vous exagérez dans la respiration. Tout ça, c'est parce que vous lui apprenez. Vous êtes là pour lui apprendre. Donc, vous respirez plusieurs fois, vous lui apprenez. Ou alors, vous dites, bon, je suis en colère, eh bien, ma colère, je vais la faire partir en tapant des pieds. Et là, vous tapez des pieds, vous tapez des pieds, vous tapez des pieds, parce que le mouvement, ben, ça permet justement de réguler cette colère. Et votre enfant, il vous écoute. Il vous écoute pour que la prochaine fois, quand il est pas bien, vous allez voir, il va pouvoir le faire. Il faut comprendre que vous ne devez surtout pas culpabiliser et ne vous mettez jamais de contraintes. Quand vous voulez opérer un changement, vous devez savoir que ça prend du temps. Donc allez-y petit à petit. On fait ce que l'on peut. Barakallahu fik Mina cuisine. Il faut pas être dans la culpabilité. Vous êtes beaucoup à dire oui, mais c'est culpabilisant ce que tu dis. Non, ça n'est pas culpabilisant. Ça voudrait dire qu'on doit se taire, on ne doit rien dire. Comment voulez-vous que les choses changent? Mes vidéos ont pour objectif de faire mal. De faire mal, pourquoi? Pour que vous puissiez prendre conscience. Parce que quand on prend de plein fouet la vérité, eh ben c'est là qu'on prend conscience et on se dit « Ah oui, je ne savais pas. Et c'est pour ça que je ne suis pas bien. Et maintenant, je veux changer, je veux m'améliorer.
mais je dois connaître où est l'origine de mes comportements, ou pourquoi je me comporte comme ça. Quand on trouve l'origine, eh bien oui, là on opère un changement. Mais vous ne devez pas utiliser cette culpabilité et mettre cette culpabilité à l'intérieur de vous parce qu'elle va vous bloquer, elle va vous empêcher d'avancer, de vous améliorer. La culpabilité, elle ne sert à rien. Oui, j'ai des difficultés. Oui, je n'y arrive pas. Oui, je crie sur mon enfant. Oui, j'insulte mon enfant. Oui, je tape mon enfant. Je suis violente avec mon enfant. J'ai l'impression de ne pas aimer mon enfant. Mais j'en prends conscience et je veux changer. Et je sais que ça va prendre un peu de temps, mais pour cela, je dois comprendre pourquoi j'agis comme ça. Donc, il n'y a pas de culpabilité. C'est être responsable. Responsabilisez-vous et là, vous allez changer. Tant que ne comprendra pas que la pédagogie, cette pédagogie bienveillante est à l'origine, c'est l'origine de notre religion. Le prophète alayhi salam, c'est lui qui nous a appris cette pédagogie bienveillante, cette parentalité dans laquelle nous devons évoluer pour faire grandir des croyants forts, pour que cette société qui part en perdition puisse revenir à l'équilibre. Et ça, c'est important. Le modèle prophétique, c'est ça la parentalité positive. C'est le modèle prophétique. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire, tant qu'on ne reviendra pas à notre source, on ne comprendra pas où on doit aller. Le prophète alayhi salam, c'est lui qui nous a enseigné, à travers son comportement, comment être avec son conjoint, son ami, son voisin, son père, sa mère, son frère, ses enfants, avec tous les gens qui composent la société. Donc ça, c'est un travail que nous devons faire quotidiennement. Prise de conscience et se mettre en action. Il y a des moyens de le faire. Et je dirai toujours, haut et fort, et je n'arrêterai pas de le dire, peu importe ce qu'on dira là-dessus, l'affection que vous donnerez à vos enfants, c'est la clé de la réussite. C'est la clé du changement de notre communauté. L'affection que vous allez donner à votre enfant va développer les zones de son cerveau qui va le rendre fort, qui va lui permettre d'évoluer de manière apaisée. Et ça, il faut vraiment que vous en preniez conscience. Bien sûr que vous ne savez pas comment faire. Parce que parfois, vous allez donner de l'amour, de l'affection. Vous allez dire je t'aime à votre enfant, mais à côté, vous allez agir en sens inverse de ce que vous dites. Il faut que vous soyez cohérent avec ce que vous dites et ce que vous faites. Et avec les enfants et les adolescents, c'est différent. Si vous faites ce qu'il faut lorsqu'ils sont petits, eh bien, par la suite, vous serez tranquille. Donc, qu'Allah nous facilite, qu'Allah vous aide dans l'éducation de vos enfants. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salam ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Qu'Allah vous aime, qu'Allah vous garde, et surtout, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Salam alaikum wa rahmatullah.